Jean-Paul Gaultier. Merci beaucoup d'être avec nous dans The Global Conversation. Cette exposition retrace votre histoire, en quelque sorte. Vos créations sont devenues œuvres de musée. Mais qu'est-ce que cela vous fait lorsque vous voyez votre vie exposée comme cela devant vous ? Je vais vous dire franchement, si vous voulez, j'éprouve aucune nostalgie dans le sens romantique et triste qu'on pourrait imaginer. Ça fait en effet des souvenirs, mais j'ai pas le temps d'y penser aux souvenirs. Parce que j'essaye d'en faire, c'est pour moi une nouvelle aventure. C'est revoir des anciens vêtements et essayer de les mettre, que ça dise quelque chose que j'ai toujours voulu dire, que ce soit clair, que ce soit donc vu sous le meilleur angle, et que ce soit cohérent. Donc du coup, c'est tout un travail et que j'adapte en plus en fonction de chaque ville dans laquelle l'exposition passe. Mais vous n'avez pas dit à un moment donné dans votre vie que pour avoir ces vêtements dans un musée, il fallait être mort. Tout à fait. C'est bien pour ça que je n'ai pas essayé d'en faire une exposition de musée, mais plutôt une exposition joyeuse et vivante. C'est pour ça que pour moi, ça a été primordial. D'abord, quand j'ai vu l'équipe de Montréal qui m'a proposé donc de faire cette exposition, j'ai vu que c'était une équipe assez dynamique et je leur ai demandé si je pouvais avoir les mannequins même qui parlaient. Parce qu'on a toujours dit que les mannequins... Parce qu'il a les visages qui parlent, c'est génial. Et j'avais vu un spectacle qui s'appelait Les Aveugles, qui était un spectacle fait par Denis Marlot, canadien, qui justement mettait en scène des moines qui parlaient, moines hommes et des femmes aussi, donc des religieuses. Et à la fin, on s'apercevait que ils n'étaient pas réels, ce n'était que de la projection, donc que du rêve. Alors peut-être je peux justement demander à Denis Marlot s'il veut bien me faire les projections et faire parler donc les mannequins, puisqu'on dit qu'elles ne parlent pas, elles sont belles et elles doivent se taire, ce qui est totalement faux. Donc là, elles parlent et elles montrent qu'elles parlent très bien. Et nous avons demandé à nos internautes de nous envoyer des questions pour cette interview. Nous en avons reçu beaucoup. Et Stephen Davis, il nous demande... Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez accompli ? Je vous dirais, au total, ce dont je suis le plus fier, c'est le fait d'être resté moi-même, je pense. C'est-à-dire d'avoir été, quand j'étais petit gamin, je voulais faire ce métier. J'avais vu un film qui s'appelait Falbala et qui m'a montré le chemin. Je voulais faire donc des défilés, de la mode, mais pour moi c'était des défilés, comme dans le film, des mannequins qui marchaient, qui étaient comme des héroïnes. Et après, donc... Avant, quand j'étais petit, je mentais quand je faisais pas mon métier parce que j'étais pas très bien accepté, parce que je jouais mal au football. Et là, d'un seul coup, en faisant ce métier, je me suis dit, j'ai plus le droit de mentir puisque je fais mon rêve de gamin. Revenons alors à votre enfance parce que la muse est importante pour vous. On le voit ici, votre première muse est ici. Je ne veux pas vous offenser, mais elle n'est pas très jolie. Vous n'avez pas été... Je vois qui vous voulez parler. Comment vous insultez mon ours? Oui. Elle s'appelle Nana. Racontez-nous. Nana, si vous voulez, c'est-à-dire que je voulais avoir une poupée. Mais mes parents trouvaient que pour un garçon, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Voilà. Donc, moi, du coup, j'ai fait des implants, ma mère, à mon ours, c'est-à-dire des seins coniques avec du carton. Les premiers seins coniques. Alors on dit que je l'ai fait pour Madonna, pas du tout. Je l'ai fait pour mon ours d'abord, après je l'ai fait dans une collection en 81. J'ai commencé à faire des corsets, des robes corsets. Ça aussi, c'est une chose que je dois à ma grand-mère, puisque ma grand-mère, avait elle-même un corset, où il paraît que pour avoir la taille fine, quand elle enfilait son corset, qu'elle était plus jeune, elle buvait du vinaigre, et il fallait tirer sur le lacet derrière, pour qu'il y ait d'abord contraction de l'estomac, et du coup, la taille pouvait être plus fine. Alors un instrument de torture, devenu un instrument plutôt de séduction. C'est ça. Mais si vous voulez, le paradoxe, c'est que moi, je suis arrivé à un moment où, si vous voulez, le post-féminisme, quoi. C'est-à-dire que les femmes avaient jeté leur soutien-gorge, donc en signe de liberté, leur soutien-gorge est donc brûlé. Et il y avait d'autres filles qui étaient peut-être leurs filles, qui, elles, voulaient au contraire séduire, mais en choisissant de séduire, en n'étant pas objet. Voilà. L'objet, je l'ai fait pour l'homme. C'était l'homme-objet. Mon premier défilé homme, ça a été l'homme-objet. Revenons à votre grand-mère, par contre, parce que c'était une personne très, très importante pour vous. Alors, vous m'avez dit, vous avez découvert le corset avec elle, mais aussi la couture, le maquillage, le monde des femmes. Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans ? C'est-à-dire que je me sentais... D'abord, je trouvais les filles, même à l'école, beaucoup plus intéressantes que les garçons. C'est-à-dire qu'elles étaient... au même âge, elles avaient d'autres intérêts qui étaient plus proches de ceux que j'avais et qui, en façon, me faisaient découvrir beaucoup plus de choses que les autres garçons, qui ne pensaient qu'à jouer au football. Donc, du coup, je dis à chaque fois quelque chose contre le football, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Donc, du coup, j'étais très content et très bien avec elle. Et ma grand-mère, elle me laissait vraiment la liberté totale. Comme j'étais fils unique, je restais donc
chez elle les jeudis, qui était le jour où il n'y avait pas d'école, et je pouvais voir la télé comme je voulais, la télévision, même les choses qui n'étaient pas pour les enfants, qui étaient interdites aux enfants. Je voyais donc tous ces programmes, je fouillais, j'ai découvert le corset, j'ai vu des plumes d'oiseaux de paradis noirs. C'était magnifique, quoi. Je découvrais tout un monde que je ne connaissais pas et qui me faisait rêver. Alors, parce que vous venez d'un monde peut-être un peu plus ordinaire que ça. Vos parents Tout à fait, j'étais étaient... très français moyen. Oui. Tout à fait français moyen. Vous avez grandi dans un HLM. Dans un HLM, dans une cité communiste, hein, Arcueil, banlieue sud, et donc je pouvais rêver et penser à d'autres choses, et c'est comme ça que mon univers de rêve s'est enrichi. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils pensaient? Parce que votre maman, elle était caissière, si je m'abuse, Oui. vos papas travaillaient dans la comptabilité, vous étiez quand même un enfant assez excentrique. Mais non, ils n'ont pas eu peur, parce que figurez-vous qu'ils m'ont laissé quand même dessiner, parce que j'ai pas fait d'école de mode. Je m'intéressais, je lisais les magazines, je les regardais, donc j'apprenais par la presse, en fin de compte, la mode. Et je la découvrais peu à peu. Alors au début, c'était la Bible totale. Quelquefois, je remettais un petit peu en question ce qu'ils disaient, par la suite plutôt par la suite. Mais au départ, c'est comme ça que j'ai appris. Et je m'exerçais moi-même à faire pareil. Je lisais Pierre Cardin, aujourd'hui, a présenté sa collection haute couture. Il a fait 300 modèles. Et ben, je me disais, tiens, je vais en faire 301, 302. Voilà, et je suis rentré chez Cardin à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire que mes parents, ils ont montré mes croquis à un voisin dont l'ex-épouse était illustratrice pour le petit écho de la mode. Et elle avait vu mes croquis, elle avait dit, ah mais oui, il faut qu'il fasse quelque chose avec ça. Et vous les avez tout. envoyés à Pierre Cardin? À tous les couturiers, j'ai eu la réponse de Pierre Cardin, qui m'a D'accord. engagé le jour de mon anniversaire de mes 18 ans. J'y suis allé avec ma mère parce qu'elle avait reçu le coup de fil et tout. J'avais peur d'y aller tout seul. Et puis là, elle m'attendait en bas. Je suis allé place Beauvau, je l'ai vu. Il m'a dit, je lui ai dit, je suis encore au lycée. Et quand pouvez-vous venir? J'ai dit, tel après-midi, tel après-midi, tel après-midi. D'accord, très bien, vous êtes engagé. On peut avoir de telles histoires maintenant dans le monde de la mode? Si on le veut, on peut, je pense. Ah oui? Oui, je pense que si d'une autre façon, bon, ça s'adapte peut-être maintenant avec les circuits d'aujourd'hui. Vous voyez, maintenant, il y a Internet, chose qu'il n'y avait pas auparavant. Donc maintenant, les façons de communiquer sont différentes. Mais je pense que s'il y a toujours des choses, des rêves possibles. Quand on y croit vraiment, eh ben, je crois qu'on passe au travers de plein de choses et qu'on arrive à le faire. Ça, je crois que vraiment, impossible n'est pas français. Parce que vous êtes un fou du travail. On dit que vous avez une nouvelle obsession tous les jours. Quelle serait votre obsession aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, si vous voulez, j'ai arrêté mon prêt-à-porter. Oui. Hein, parce que ça fait 40 ans de prêt-à-porter, c'est très bien. Ce monde a changé. On est moins libre créativement qu'on l'était avant. J'ai eu la chance de connaître justement la vraie liberté. Donc du coup, je veux continuer à l'avoir en quelque sorte. Hein. Alors donc, j'ai pris ma retraite en prêt-à-porter, mais par contre, je continue à faire la couture et je fais d'autres projets. Ce qui m'amène à la question de Patrick Heyman qui demande « Quand prendrez-vous votre retraite ?» Je vais vous dire une chose, c'est que j'avais déjà commencé à travailler avant même de commencer vraiment à travailler. Donc si un jour, je ne peux plus bouger et que je ne peux plus rien faire, disons, je pourrais toujours faire mes petits croquis ou les imaginer et puis demander à quelqu'un qui me les dessine pour le plaisir. Revenons sur votre carrière et Madonna, une autre muse qui était très importante pour vous. Vous avez tissé vos liens forts autour de ses seins coniques, je dirais, mais qu'est-ce que vous attirez chez elle? Je trouve qu'on était très jumeaux dans un sens. Dans le sens où elle, sa façon, la femme qu'elle montrait, c'était une femme que j'admirais et que je représentais moi aussi dans mes vêtements. C'est-à-dire que je montrais des costumes assez masculins, hein, mais avec en dessous de la corsetterie. Donc c'était comme une espèce de pouvoir et séduction en même temps. Or, c'est ce qu'elle incarnait tout à fait. Oui, mais vous lui avez demandé en mariage, c'est vrai? 3 fois. Elle m'a refusé à chaque fois. Je crois que c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, mais c'est intéressant. Pourquoi vous lui avez demandé en mariage? Je ne veux pas être personnel, mais c'est... C'était plutôt symbolique, si vous voulez, mais c'était comme une fait que c'était tellement une espèce de rapprochement et de vue des choses par rapport à la sexualité, par rapport... c'est ça, les rapports d'ailleurs entre hommes et femmes qui étaient proches, qu'en fin de compte, ces jumelités, en quelque sorte, je la voyais comme un aboutissement, ou comme pour lui montrer la plus belle... Enfin, pour moi, la plus belle chose que je pouvais lui demander, c'était le mariage. Peut-être pas pour elle. D'ailleurs, elle a prouvé, elle a divorcé après. Mais la question de la sexualité, c'était plutôt un mariage platonique. Je ne sais pas, parce qu'en fin de compte, elle était très macho, hein, et en fin de compte, visiblement, j'aimais ça. Anna Karen nous a demandé quel est votre mannequin, parce que vous avez mentionné les mannequins, ou actrice préférée qui a porté votre couture?
Alors, je dirais, actrice préférée, je vais dire tout de suite, évidemment, Micheline Prel, puisque c'est elle qui m'a fait faire ce métier, d'après le film Falbala. Évidemment, il y a des muses comme Catherine Deneuve, qui représente la Parisienne. En fin de compte, je crois que j'admire surtout les personnes qui ont un propre univers et qui ne sont peut-être pas quelquefois exactement comme l'image qu'on a d'elle, comme par exemple Catherine Deneuve, qui elle, sous ses aspects froids et glacés, on sait très bien qu'en vérité, elle est très ouverte et curieuse à plein de choses. Et j'aime la différence. Vous aimez aussi l'imperfection, parce que c'est quelque chose qui vous attire. Est-ce que c'est de la perfection? C'est-à-dire que c'est une autre façon de voir les choses et tout. Rosie Di Palma, par exemple, avec son nez, avec son physique absolument, comme elle dit elle-même, Picasso, qu'elle était un Picasso vivant. Enfin, un tableau de Picasso vivant, un personnage de Picasso. Non, oui, les personnes, quelquefois, je trouve que la beauté, il n'y a pas qu'une seule forme de beauté, il y a plein de formes de beauté. Et que l'intelligence et la beauté d'esprit ressortent. C'est pour ça qu'en vieillissant, il y a des gens qui sont encore plus beaux qu'en étant jeunes. Parce que vous utilisez des mannequins d'un certain âge aussi. D'un certain âge, d'un certain poids aussi. Mais pas un seul. Je ne prends pas que des femmes qui sont rondes et tout. J'en prends aussi certaines qui sont très minces. Mais je fais absolument pas une loi, si vous voulez. Pour moi, il n'y a pas de didacte comme ça. Il faut être absolument comme ce modèle. Heureusement que non. Il faut au contraire cultiver sa différence. Et c'est pour ça qu'on vous voit un peu comme quelqu'un qui a démocratisé la mode, je dirais. Mais d'une autre manière, le fait que vous allez vers la haute couture, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de cette démocratisation ? Je ne crois pas, dans le sens où les vêtements de couture, bon, en effet, sont des vêtements très chers, mais enfin, la couture permet aussi de faire des créations. Or, la création, quelquefois, c'est quand même en effet, très restreint, mais ça peut permettre aussi de vendre plus d'autres choses, peut-être des accessoires, peut-être du parfum, et puis de montrer des images, et puis après tout, que des gens puissent s'habiller eux-mêmes en Gaultier, en faisant eux-mêmes, en s'inspirant de ce que je fais. Vous aurez plus de temps maintenant. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce temps ? Je l'emploie terriblement et du coup, mon timing est très, très chargé. Oui, parce que j'ai des nouveaux projets. Quels sont vos nouveaux projets ? Faire des costumes, pour un spectacle, notamment une revue. Peut-être un jour faire une revue. Là aussi, faire des capsules pour le Japon. Je vais partir au Japon. La même chose aussi en Australie. Pour des petits prix, justement. Alors, vous voyez, donc la démocratisation, ça continue quand même, mais d'une autre façon, vous voyez. Malheureusement, moi et pas mal de gens, on n'a pas vraiment les moyens d'entrer dans une boutique Jean-Paul Gaultier. Ouais. Mais si vous pouvez nous donner 2-3 astuces, des choses pour nous rendre chic, qu'est-ce que vous nous diriez ? La première chose, je crois que c'est un travail sur soi-même. C'est-à-dire qu'il faut, en fin de compte, peut-être s'accepter soi-même, se regarder comme on est et tirer profit justement de quelquefois ce que sont des choses qui sont peut-être pas... Ne pas se renier, vous voyez ce que je veux dire. Si vous vous sentez tellement mal dans votre peau que vous avez envie de changer à la fois la couleur de vos cheveux, même je sais pas, le nez, vous mettez des prothèses à la bouche, sur les joues et tout, si vous vous sentez mieux comme ça, c'est très bien. Mais la chose importante, c'est soi-même de se sentir bien et dans ce qu'on a fait ou ce qu'on veut faire sur soi-même, du travail qu'on veut faire sur soi-même, ou pas de travail et s'accepter tel qu'on est. C'est ça la principale chose. Et là, tout devient bien. Vous pouvez choisir n'importe quoi, tout vous ira. Je reviens à cette question du fait que vous quittez le prêt-à-porter. Vous avez été assez critique de la mode actuelle. Ah ouais ? Qu'est-ce qui vous dérange ? Dans quel sens j'ai été critique ? Que ça va trop vite, qu'on n'a jamais le temps d'innover. Ah, mais ça, c'est pas une critique de la mode, des vêtements. Ça, c'est une critique du système. Oui. Du système. Oui, parce que ce que je trouve aussi quand même, c'est qu'on est une période de crise. Je ne crois pas qu'en faisant plus de modèles, plus de vêtements, que ça puisse arranger les choses. Je ne crois pas non plus qu'en offrant des vêtements pour faire de la pub à des personnes qui ont les moyens d'acheter les vêtements, ça arrange les affaires. Hein. Vous voyez, travailler gratuitement, c'est bon pour personne. Hein. Et ça peut être un mépris par rapport à ceux qui font les vêtements. Et voilà, vous m'apportez à la question de responsabilité sociale, parce que même si vous ne le voulez pas, je pense que vous avez une certaine responsabilité sociale en tant que couturier et célébrité aussi. Il y a beaucoup de scandales au niveau des fabriques au Bangladesh, des personnes qui sont traitées comme esclaves, qui sont esclaves, dans d'autres pays aussi. Comment ça vous touche cela ? Est-ce que vous allez faire quelque chose ? Évidemment que ça me touche, mais je ne sais pas quelle est la solution. Je ne suis pas du tout un politicien, hélas, je ne suis pas du tout un politique. Et je ne sais pas, et je ne suis pas un économiste non plus. Donc j'ai du mal à dire quelle est la solution. Et lorsque vous dites que vous allez passer dans des capsules ou le prêt-à-porter, quand vous faites du prêt-à-porter moins cher, est-ce que vous savez
Vous savez les sources d'où étaient fabriqués les tissus, les vêtements, Bien sûr, etc. je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en Chine, c'est évident. J'observe, je ressens tout ça et je n'ai pas de solution à cela. C'est pas à moi qu'il faut demander, et là, c'est à ces messieurs politiques qui doivent se bouger le cul. Voilà. Comment vous gardez les pieds sur terre? Parce que vous vivez dans un monde assez excentrique, la mode, les Ouais, mais célébrités. je ne fréquente pas ce monde-là. Vous voyez, je travaille. En faisant ce que j'aime, hein, mais je travaille. Donc du coup, peut-être que ça épargne, ça préserve. Et je voudrais vous apporter cette question de Petro Brits qui demande quelle est la chose la plus importante que vous avez appris pendant votre carrière? Parce que elle est diverse. J'ai même fait un disque qui n'a pas été un succès Oui. du tout, hein, il faut le dire. Mais enfin, voilà, j'ai fait plein de choses différentes que j'aurais jamais pensé. En fin de compte, toutes ces aventures-là, je les ai fait. Si vous voulez, ça m'a permis de vaincre aussi ma timidité, parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très timide, même si ça se voit pas. Et du coup, de la vaincre, parce que j'étais amené à. Après, il faut bien se débrouiller. Quand on a plongé dans l'eau, il faut nager. Hein. Et comment vous voyez votre héritage? J'y pense pas, mon héritage. J'ai pas été voir de notaire. Qu'est-ce que vous laisserez alors au monde de la mode? Je vous enterre pas tout de suite, hein. Et bon, il y a déjà le musée là, ceci dit, alors ça commence. Non, je sais pas, ce que j'ai essayé de montrer simplement, c'était un petit peu le regard, que les gens un peu élargissent un petit peu leur pupille et regardent, et qu'il n'y a pas qu'une seule beauté, il y a plein de formes de beauté. Nous avons une question de Ekaterina Chamakanova qui demande qu'est-ce le bonheur pour vous? Le bonheur, en sachant que je travaille comme un malade, mais que pour moi c'est pas du travail et que c'est du bonheur, je vais dire ça, mais aussi quelquefois d'être en état de contemplation. C'est-à-dire, je peux très bien être dans mon lit en train de regarder la télé et manger des spaghettis, ça peut être le bonheur. Je peux être en Grèce en train de regarder à Santorin le volcan et le silence comme ça et tout, c'est très beau. Voilà, des moments comme ça. Le bonheur, c'est aussi des surprises. C'est quelque chose que j'attends pas et qui est, je crois que c'est pour tout le monde pareil, quoi. En fin de compte, il n'y a rien de plus beau que les surprises, non? Vous pensez un petit truc, tout va bien, ça ronronne de partout, et puis d'un seul coup, clac, quelque chose qui se passe d'inattendu et qui est formidable. Vieillir, est-ce que ça vous dérange? Parce que je vois certains de vos affiches, vous avez les traits lissés. C'est Jean-Paul Gaultier d'il y a peut-être 20 ans. Exactement, ça c'est Pierre et Gilles, mais eux c'est les meilleurs chirurgiens esthétiques, il n'y a pas besoin. En plus, il n'y a pas d'anesthésie, je vais vous dire, on s'en remet très bien. C'est fait, c'est eux qui se débrouillent de tout, on est impeccable. Moi, quand j'ai eu, si vous voulez, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère exceptionnelle et que j'aimais énormément. Et pour moi, la vieillesse, ça représentait la bonté, la joie de vivre, la beauté aussi, du coup, qui se reflétait dans... Et puis l'amour. Donc, du coup, vieillir ne me fait pas peur. Est-ce qu'il y a un souvenir de votre grand-mère, de votre enfance, qui vous tient chaud au cœur quand vous êtes loin de vos habitudes, de votre milieu social, de vos amis? Si, alors ça par contre, à l'époque, le rapport par rapport avec la vieillesse. Ma grand-mère avait les cheveux blancs, très blancs, et c'était très joli. Et elle se faisait faire des rinçages de couleurs et tout, un genre un peu bleuté pour pas que le jaune sorte du cheveu blanc. Et moi, je voulais lui faire, et donc je lui faisais. Mais il y avait les produits qu'elle avait donc achetés, et j'avais 7-8 ans, hein. Et alors je lui mettais les produits, mais dans ma tête, je voulais qu'elle ait les cheveux foncés pour qu'elle fasse plus jeune. Vous voyez, à 7-8 ans, je voulais qu'elle paraisse pas son âge. Et donc, je lui laissais plus longtemps pensant que ça allait noircir et qu'elle allait devenir avec les cheveux noirs. Et pas du tout, ça la faisait violette. Alors je me souviendrai d'elle, qui était quand même furieuse, et qui du coup, alors je lui disais, mais non, je sais pas ce qui s'est passé, etc. En vérité, c'était moi qui avais dit, au lieu que ce soit 5 minutes, 10 minutes, c'était carrément une demi-heure. Elle avait pas le sens du temps et tout. Et après, comme elle était énervée quand même et tout, elle prenait une casserole, et je me souviens qu'elle tapait comme ça sur la table avec la casserole pour pas me donner une gifle. C'était trop mignon et tout. Ça c'est un beau souvenir qui me réchauffe et qui pense qu'en fin de compte, par amour, elle esclatait ses casseroles avec les cheveux violets. Et vous voyez la vie avec l'humour? Je crois que c'est très bien, non? De toute façon, c'est bien de rire. Vraiment, c'est nécessaire. Je crois que c'est vital. Il paraît que ça vaut un bon steak. Voilà, ça peut permettre d'être végétarien. Jean-Paul Gaultier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir.